ensuite une partie où je vais vous faire un panorama sur les 4 siècles passés, de 1600 à aujourd'hui. Voilà, l'histoire des sciences, l'histoire de l'optique, qu'est-ce que c'est, vous donner les grandes dates, mais de façon superficielle, juste pour vous donner une trame. Imaginez un peu un tableau, quelqu'un qui fait un tableau, au début il met les quelques éléments comme ça qui vont nous servir pour faire le tableau. C'est ça que je veux faire aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais vous présenter maintenant, c'est une vue d'ensemble de l'histoire de l'optique, pour que vous voyez un petit peu où est-ce que vont s'accrocher les différentes histoires que je vais vous raconter à partir de la prochaine fois. Donc je vais partir un petit peu plus avant que 1600 là, quand même, pour placer les choses dans leur concept, dans leur contexte. Mais avant, vous allez faire un petit quiz. Bon, on reviendra tout à la fin sur ça. De toute façon, on va les croiser, ces gens-là, donc vous verrez que vous aurez les réponses au fur et à mesure. Ok. Alors, je vais vous dire un mot sur la vision qu'avaient les gens dans l'Antiquité sur ce que c'est que la lumière, ce que c'est que voir, ce que c'est que la vision, parce que le moment où je veux commencer cette histoire, 1600, c'est justement là où c'est remis en cause. C'est pas mal de comprendre comment les gens voyaient ça pour qu'on comprenne pourquoi c'était remis en cause. Alors Aristote donc, avait proposé une théorie de la vision, qui s'appelle celle du feu externe, qui était la suivante. Il disait qu'il imaginait que les objets émettaient des simulacres. C'est-à-dire les simulacres, c'est des petits machins qui ressemblent à l'objet, par exemple. Ce trousseau de clés. Selon Aristote, ce trousseau de clés, vous le voyez, parce qu'il émet dans toutes les directions des simulacres, qui sont des toutes petites représentations du trousseau de clés, qui va arriver dans votre œil. Voilà. Et votre œil reçoit un simulacre de la part de l'objet, et donc se dit, ah tiens, un trousseau de clés. Voilà. Mais ce qu'on reçoit, ce n'est pas des rayons lumineux comme vous l'appelez, tout, c'est vraiment, ça définit l'ensemble de l'objet. Voilà. Le trousseau de clés émet des trucs. Tous les objets que vous voyez émettent des choses qui sont des simulacres. Ça veut dire que si on ne voyait qu'une partie, c'est comme si on voyait... Excellente question. Donc malheureusement Aristote n'est plus là pour y répondre. Il faudra lui demander effectivement, voilà, pourquoi on ne peut voir que la moitié d'un objet effectivement. Donc peut-être qu'il s'était posé la question, là je n'ai pas la réponse à ça, mais c'est effectivement une excellente question. Euclide, c'est vraiment la première personne qui a, on va dire, qui a mis des principes, qui a émis des hypothèses précises et en essayant de les enchaîner de manière logique sur la manière dont on voit. Et voilà ce qu'il a écrit. Ça vient vraiment de son ouvrage qui s'appelle Euclide. Non, ça vient vraiment de son ouvrage qui s'appelle Optique, parce que Euclide c'était son nom. Et donc il donne les définitions suivantes. Supposons que les lignes droites qui émanent de l'œil se propagent à divergence des grandes grandeurs. Donc là, c'est un peu construit bizarrement pour nous aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu après comment ça s'interprète, comment on peut comprendre cette phrase. Et que la figure comprise sous les rayons visuels est un cône, ayant son sommet dans l'œil et sa base aux limites des grandeurs regardez. Ça aussi, vous allez voir sur le schéma qui est juste après. Et que les grandeurs sur lesquelles tombent les rayons visuels sont vues, tandis que celles sur lesquelles les rayons visuels ne tombent pas ne sont pas vues. Quand on lit ça pour la première fois, on ne comprend rien, on se dit qu'est-ce qu'il raconte? Ça c'est dans un contexte, dans le texte dans lequel tout ça c'est écrit, on peut comprendre un peu mieux les différents termes qui sont utilisés, et en fait on peut représenter tout ça par un schéma, donc, qui je vous assure transcrit les phrases qui sont ici. Le schéma c'est le suivant. Si on regarde un truc, par exemple une fourmi, l'œil émet des choses, ça c'était la troisième proposition, c'est l'œil qui émet quelque chose, il émet des rayons, hein. Vous verrez parfois l'image de l'escargot qui étend ses yeux, voilà, c'est pareil. Nous on aurait quelque chose qui part comme ça de notre œil, différents rayons. Le mot divergence qu'il y avait dans la première définition, c'était vraiment ça, ça part depuis l'œil. Voilà. Et on voit les objets à la condition suivante. Si un objet tombe entre deux rayons comme ça, ben, hop, il passe inaperçu, il n'est pas vu. Alors que s'il est suffisamment près, ici, pour que plusieurs rayons nous tapent dessus, il est vu. Donc les rayons, ce sont des trucs qui partent de l'œil et qui sont des sortes de détecteurs, comme les lasers dans les films, si vous marchez dessus, vous déclenchez une alarme, voilà, c'est pareil. Ça part depuis l'œil, et si l'objet intercepte ces rayons, il est vu, sinon il n'est pas vu. Ça explique
deux choses, ça permettait à Euclide d'expliquer deux choses. Pourquoi on ne voit pas les objets petits? Ben oui, si on prend un truc beaucoup plus petit, ben ça a plus de chances de passer entre deux traits. Okay, et pourquoi on ne voit pas les objets lointains? Une fourmi qui est à 3 km, vous ne la verrez pas parce qu'effectivement elle passe aussi entre deux traits. Ceci dit, attention, là on a déjà un premier exemple d'une explication d'un truc qui n'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on ne voit pas les objets qui sont lointains. C'est pas vrai du tout. Le meilleur exemple que je puisse trouver, c'est les étoiles. Vous regardez une étoile, c'est extrêmement loin une étoile, beaucoup plus loin qu'une fourmi. Et si vous posez la question de la taille angulaire d'une étoile, combien ça prend une étoile dans le ciel, ça prend beaucoup moins de place qu'une fourmi que vous mettriez dans l'arbre qui est là-bas. Et la fourmi, vous ne la voyez pas. L'étoile, vous la voyez, elle émet beaucoup de lumière, ce sera un point lumineux, vous n'arriverez pas à voir ces détails, mais vous la verrez, quelle que soit sa distance, je peux être dans une certaine limite, mais une limite qui n'est pas liée à ça. Donc une étoile, c'est un truc extrêmement petit, et suivant le mécanisme que propose Euclide ici, on ne devrait jamais les voir, parce que c'est vraiment des trucs qui sont minuscules ici. Ptolémée, vers 150, donc là vous avez la date environ de Ptolémée, un des gars qui était dans la liste de tout à l'heure, s'intéresse à la réfraction atmosphérique. Ça, j'aurai l'occasion d'y revenir à ce phénomène, donc je vais quand même vous en parler. La réfraction atmosphérique, c'est le fait que quand on regarde un objet à travers l'atmosphère, un objet qui est hors dehors de la Terre, et qu'on le regarde à travers l'atmosphère, la lumière qui nous vient de cet objet, elle est déviée par l'atmosphère. Vous avez tous vu ça probablement quand vous regardez un coucher de soleil. Vous avez le soleil qui descend, qui descend, qui descend, puis on a l'impression qu'il reste un petit peu plus longtemps au niveau de l'horizon, qui met un certain temps à disparaître, puis paf, il disparaît. Mais on a l'impression que ça ralentit. Effectivement, ça ralentit. C'est pas le soleil qui ralentit sa course du tout en disant ah, je vais pas le toucher. C'est pas ça du tout. C'est que quand il est bas sur l'horizon, les rayons sont très rasants sur l'atmosphère, les rayons sont réfractés par l'atmosphère, et du coup on a la provenance apparente des rayons lumineux, c'est comme ça aujourd'hui qu'on le dirait, n'est pas la même que la vraie direction de provenance. Donc quand ça passe dans l'atmosphère, la position des étoiles elle est changée dans le ciel. Ça c'est un problème pour les gens qui veulent faire de l'astronomie, comme c'était le cas de Ptolémée. On va faire de l'astronomie et que vous regardez où sont les étoiles, on verra tout à l'heure pourquoi ça peut être intéressant de faire ça. Si les étoiles sont bas sur l'horizon et qu'elles sont déviées, vous les verrez à la mauvaise position et vous allez vous tromper. Ça c'est un effet important donc, qui a été reconnu notamment par Ptolémée. Et il voulait comprendre ça. Pour comprendre ces observations astronomiques, il voulait comprendre la réfraction. Alors la première chose, c'est qu'il avait quand même compris que c'était de la réfraction dans l'atmosphère de la Terre. Ça peut vous surprendre. Vers 150, on savait tout à fait que la Terre était ronde. On imaginait qu'elle avait une atmosphère. Ce n'était pas du tout un souci d'imaginer ça. C'était même la vision courante. Et donc il a fait des expériences de ce type-là. Je vous en montre ici une version tout à fait moderne, évidemment. C'est pas du tout Ptolémée qui a fait ça, mais de quelque chose que vous faites vous-même en TP d'une manière ou d'une autre. On envoie comme ça de la lumière avec une certaine, aujourd'hui on dirait, incidence sur un dioptre qui est ici. Cette lumière est réfractée en traversant un milieu. Ici, il y a un bloc de verre. Et on peut mesurer, du coup, à la fois l'angle d'incidence ici, l'angle de réfraction qui est là. On peut faire ces mesures. Et Ptolémée a effectivement fait ces mesures. Et il a produit des tables. Il a produit des tables qui donnaient I en fonction de R. Et ça, ce sont vraiment les données de Ptolémée qui sont ici. Donc il n'a pas pris un angle de 5 degrés ni de 15, voilà, il a choisi de nous présenter ça. Les angles d'incidence, les angles de réfraction. Ici j'ai présenté le rapport I sur R parce que effectivement cet angle est à peu près constant pour les petits angles, mais bon, assez rapidement on voit que ça ne l'est plus. Donc, la loi de Kepler, ce qu'on appelle la loi de Kepler qui est de dire que ça c'est proportionnel à ça là-bas, vous voyez que c'est pas tant vérifié que ça. Donc Ptolémée avait fait ces tables. Il n'a pas spécialement essayé de relier I et R par une formule mathématique. Il n'y avait pas spécialement de raison de le faire. Enfin, voilà. Là, il y a, à part qu'il manque quelques valeurs, les valeurs sont que de 10 en 10 en degrés, il y a tout ce qu'on veut pour savoir si j'ai un angle de 30 degrés, de combien ça va réfracter, je vais voir dans la table. Et à la limite, entre deux valeurs, je peux interpoler, éventuellement, trouver à 15 degrés, je peux prendre la moyenne entre ça et ça, par exemple. Il y a des moyens d'interpoler des tables comme ça. Et donc Ptolémée propose cette table-là, et cette table-là, à partir de 150, de l'année 150, donc elle est effectivement connue, elle est diffusée. Alors, quand je dis connue, diffusée, il faut que ça passe par le Moyen-Âge. 150, c'est le début du Moyen-Âge, on va dire. Il y a dans l'histoire
européenne en tout cas, une plage de plus de 1000 ans, 1500 ans presque, qui est assez obscure de pas mal de points de vue, et en particulier du point de vue de la connaissance et de la science. Ce que les gens appelaient la science, c'est quelque chose de très livresque, comme je l'ai écrit ici. Donc, on va chercher dans les livres, pas n'importe quel livre, hein, il y a certains bouquins qui sont particulièrement on va dire attractifs, genre la Bible, voilà, mais il y en a d'autres, Aristote. On va chercher la vérité là-dedans. Il y a l'idée que la vérité, elle est codée. Peut-être qu'on ne la comprend pas, mais si on passe suffisamment de temps à étudier ça, on va comprendre quelque chose sur la nature, parce que c'est écrit. Voilà, il y a la notion de révélation. Hein. Ça a été révélé, la vérité a été révélée, c'est écrit dans un livre, on va aller voir là-dedans. Pas besoin de faire d'expérience, voilà, c'est dans les livres, il suffit d'aller voir ça. Donc c'est un petit peu contradictoire avec la vision de Ptolémée, là, qui était de faire des expériences. Hein. Donc, le Moyen-Âge ici, ça tend à imposer une vision nouvelle, et du coup les textes comme ceux de Ptolémée, ils sont perdus en fait. Donc, et c'est parce que simplement ça n'intéresse pas les gens qui font de la science à cette époque-là. Heureusement, à cette époque-là, pendant le Moyen-Âge, l'Empire arabe s'étend, la science arabe s'étend, et les Arabes, en étendant leur empire, ils ne brûlent pas les bibliothèques qu'ils trouvent, ils les lisent, en fait. Donc, ils prennent le bouquin, les ouvrages, ils les rassemblent, ils les traduisent, très important, ils les traduisent dans leur langue, et ils bénéficient comme ça à la fois de l'héritage grec, parce que l'Empire s'étend de ce côté-là, et de l'héritage indien aussi, qui s'étend de l'autre côté. Et donc la science arabe, en fait, pendant le Moyen-Âge, c'est là où il y a vraiment rassemblé le maximum de connaissances et de faits scientifiques et de travaux qui ont été faits avant. En particulier, Ptolémée va être intégré dans cette science arabe. Donc les données de Ptolémée qui sont perdues au Moyen-Âge chez nous, en fait, elles sont là. Les Arabes les connaissent et les gardent. Et, alors, il y a un des Arabes qui est un des savants arabes qui est très connu pour l'histoire de la lumière, mais ça dépasse le cadre que je me suis fixé, je vais juste vous donner son nom, c'est Alhazen, qui a vraiment fait progresser beaucoup de choses, notamment il a fait l'hypothèse que la lumière venait des corps vers l'œil, et non pas le contraire, et cette hypothèse il l'a appuyée par des raisonnements vraiment très astucieux et très intelligents. Et donc la pensée d'Alhazen, c'était un arabe, et ça a été traduit et ramené en Europe par Vitellon. Vitellon, du coup, c'était un gars de chez nous, qui s'est intéressé à ce que faisaient les Arabes en sciences, et qui a traduit les ouvrages arabes. Du coup, la science de Alhazen, qui était vraiment exceptionnelle, et les apports précédents, comme par exemple les tables de Ptolémée, étaient là-dedans. Enfin, les tables de Ptolémée ont été traduites en arabe, puis retraduites en latin, et sont arrivées en Europe via Vitellon. Retenez ce nom Vitellon, parce que Kepler va s'appuyer sur ça, et ce sera le départ de l'histoire d'après. Ça, on s'en fiche, ça je vais passer aussi. Alors, le début de l'histoire que je vais vous raconter, ça va partir à peu près de là. La lunette de Galilée, en 1609. Galilée fait tout un tas d'observations. Il dispose d'une lunette astronomique, d'une lunette qui lui permet de voir plus gros. Je vous raconterai aussi en détail pourquoi est-ce qu'à cette époque-là il y avait des lunettes, pourquoi est-ce que c'est à cette époque-là qu'on a pu faire, mais voilà. Il y avait des lunettes qui circulaient, qui se vendaient, essentiellement pour l'armée, pour permettre de voir plus loin, mais Galilée en a une sous la main, il a fait des essais pour essayer de la rendre meilleure, il ne l'a pas étudiée tout, il n'avait pas les connaissances d'optique nécessaires pour comprendre comment ça marchait. Il ne connaissait pas les lois de la réfraction, il n'avait pas le moyen de les connaître. Donc il a cette lunette, il comprend qu'en mettant une lentille convergente, une lentille divergente, ça grossit, bah oui, il l'a sous les yeux, il se pose la question comment je peux modifier les lentilles pour que ça marche mieux, donc il essaye des trucs, essai-erreur, ce qui est une forme de savoir, hein, voilà. Mais c'est pas un savoir théorique, c'est on essaye, on voit ce qui fait mieux, on l'optimise, il arrive effectivement à faire ça très bien, et une des choses qu'il fait avec ça, bah déjà c'est se faire de l'argent, hein, pour le savoir, c'est le premier truc qu'il fait, c'est d'offrir la lunette à des gens qui ont la capacité de lui donner une promotion et de doubler son salaire, ce qui se passe effectivement immédiatement. Deuxième chose qu'il fait avec cette lunette, c'est de regarder le ciel. Et il fait tout un tas de découvertes. Ça j'y reviendrai vraiment, mais il découvre notamment que Jupiter a des satellites, il découvre que la Lune a des montagnes. Ça, c'est des choses qui remettent en cause la centralité de la Terre, le fait que la Terre est un astre particulier. Hein. En fait, il découvre que la Lune, c'est quelque chose qui est comme la Terre, il y a des montagnes dessus. Voilà.
que Jupiter, c'est quelque chose autour duquel il y a des satellites, alors que tout le monde avant était persuadé que seule la Terre avait des satellites. Parfois, les satellites, c'était même les autres planètes et le Soleil, hein, la Terre au centre et tout qui tourne autour. Voilà. Donc les observations de Galilée, ça change radicalement la vision du monde, si on y croit. Si on croit qu'il va. Galilée, en fait, au début, il n'est pas cru. Et c'est pas parce que les gens sont obtus, enfin, parfois c'est parce que les gens étaient obtus, mais c'est aussi parce qu'il a un instrument qui est nouveau, que personne ne comprend. Et lui, il dit, bah, je regarde dans un bidule qu'on ne comprend pas, je vois des choses, et du coup, voilà, regardez, Jupiter a des satellites. Quoi. Les gens disent, mais attends, ta lunette, là, quand on regarde dedans, déjà, on voit des couleurs de tous les côtés, il y a beaucoup d'aberrations chromatiques, hein, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est pas de la bonne qualité optique, c'est 1000 fois moins bien que les lunettes, les premières jumelles que vous pouvez acheter au supermarché. Hein. C'est des culs de bouteille. Hein, donc il voit des trucs, voilà. Et il a besoin d'une caution, il a besoin que quelqu'un dise non, effectivement, ce qu'on voit, ça représente la réalité. Voilà. Donc il fait ça de manière, ce qu'on appellerait scientifique à l'époque, c'est-à-dire qu'il regarde des choses sur Terre, des choses lointaines sur Terre, et il dit bah, regardez, dans ma lunette, vous voyez la tour de la ville d'à côté, on ne la voit pas à l'œil nu, on la voit dans ma lunette, et vous savez qu'en allant là-bas, on verra la tour. Donc c'est quand même une. Les gens disent oui, mais attention, là, tu nous parles du monde terrestre. Là, quand tu dis ça, alors que tes découvertes, c'est le monde au-dessus, le monde du ciel, qui obéit à des lois différentes. Donc c'est absolument pas la même chose. Le fait que la lunette permette de voir loin des objets terrestres ne nous dit rien sur ce qu'on peut voir dans le ciel. Nous, aujourd'hui, ça nous paraît tordu, ça, hein, comme raisonnement. Pour les gens, c'était tout à fait logique. Il y avait le monde du ciel et le monde de la terre, mais ce n'est pas forcément les mêmes. Galilée va du coup se tourner vers Kepler, ça j'en dirai un mot du coup, tout à l'heure, parce que Kepler, à cette époque-là, justement, venait de montrer qu'il maîtrisait les lois de la réfraction, dans une certaine mesure, qu'il comprenait la réfraction, et en fait, Kepler a été capable effectivement d'expliquer le fonctionnement de la lunette, d'expliquer comment ça marchait, de manière théorique, et du coup, ça apportait un appui vraiment important. Voilà, on comprenait, et du coup, il fallait croire les observations de Galilée. Kepler a fait un petit peu plus que ça. Donc là, je mentionne juste rapidement ça parce que j'y reviendrai tout à l'heure. Donc il a étudié les lois, il a étudié de façon théorique les lentilles, et il a découvert aussi au passage le phénomène de réflexion totale. Donc, le fait que quand on envoie de la lumière ici à 90 degrés, dans un liquide plus réfringent comme l'eau, ça part avec un certain angle et qu'il n'y a aucun moyen d'avoir un angle réfracté avec cet angle-là. On ne peut pas, tout simplement. Et ça, c'est effectivement le premier à l'avoir vu. Si on regarde bien le tableau de Ptolémée de tout à l'heure, voilà. Dans le tableau de Ptolémée ici, si on regarde bien, alors j'ai pas mis 90 degrés ici, il ne l'avait pas mis non plus. Et on voit quand même un truc bizarre, quand si on se penche, on s'attarde un peu sur ce tableau, les angles d'incidence vont bien de 0 à 80 pour aller à 90, ça s'arrête à 41, et puis du coup ce sera un truc autour de 45 degrés, mais ça va pas plus loin. Donc on aurait pu se demander, là, comment je fais pour avoir un angle réfracté plus grand que 50 degrés, par exemple, sur cette table? Cette table nous dit non, on ne peut pas. Enfin, il n'y a pas l'information dedans. Donc Kepler, lui, va beaucoup plus loin et dit non, ce n'est pas possible. Et en plus, il comprend bien le fait que si on envoie de la lumière ici avec un angle plus grand, cette lumière va être complètement réfléchie dans le milieu ici. Elle ne va pas être du tout réfractée. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale. Ça, on aura l'occasion d'y revenir sur ce phénomène. Il intervient dans pas mal de dispositifs, notamment quand je vous parlerai de l'histoire des fibres optiques, un truc un peu plus moderne. Il explique aussi le fonctionnement de l'œil, et ça j'en parlerai tout à l'heure. Alors l'histoire de la réfraction, un moment important, c'est la loi de Snell, c'est la loi des sinus, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, que vous ne reconnaissez absolument pas ici. Hein. Pourtant elle est là. Voilà. Quand on dit Snell a découvert la loi de la réfraction, ce qu'a écrit Snell, c'est ce qui est au tableau ici. On a un rayon qui arrive comme ça, qui se réfracte dans le milieu. On observe que le rapport des distances BD sur BC est constant. Voilà. En faisant un peu de géométrie avec les notations actuelles, on verrait que c'est effectivement équivalent à la loi des sinus. Mais c'est ça qu'il a écrit. C'est ça que lui a écrit. Ce qui est peut-être un petit peu moins clair pour nous aujourd'hui que la loi des sinus. Et justement, Descartes, lui, va le faire de manière un peu différente. Descartes, lui, va vraiment écrire ce qui se passe ici. C'est pas trop un rapport de longueur, c'est l'angle qui change ici, et du coup, ça donne une idée qu'il se passe quelque chose au niveau local ici. Le rayon arrive en ligne droite,
il se passe localement ici quelque chose qui modifie la direction de propagation, et puis ensuite la lumière se propage de nouveau en ligne droite. Voilà. L'apport de Descartes, il est probablement là, c'est d'avoir vu que c'était quelque chose de local. Alors il y a toute une polémique sur qui a découvert ça le premier. Donc c'est historiquement Snell, ici vers 1610, qui a écrit cette loi-là, puis Descartes qui a écrit celle-là 15 ans plus tard. Mais il n'est pas complètement évident que Descartes n'ait pas été fortement influencé par ce qu'avait écrit Snell avant. Il a notamment passé pas mal de temps aux Pays-Bas, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas, là où il y avait Snell, et il est absolument possible et probable qu'il ait vu des documents écrits par Snell. Voilà. Il y a une polémique, je ne dis pas qu'il l'a fait, hein, c'est une question qui se pose effectivement, et il y a des gens qui se posent cette question-là, qui cherchent, certains qui pensent avoir effectivement des réponses claires, mais les gens se battent quand même un petit peu sur ça. Ça, on verra plus tard l'aspect philosophique, comment Descartes voyait ça, mais quand on s'intéresse à Descartes, c'est un peu compliqué Descartes. Quand on lit la manière dont il décrit la lumière, en fait, il s'appuie pour démontrer sa loi des sinus sur une description de la lumière, mais il fait intervenir plein de trucs. Des fois, c'est des bâtons, des fois, c'est un fluide, et des fois, c'est des petites billes. Alors, quand on voit ça, au début, on se dit « ah, ah, c'est débile ». Après, on pense au XXe siècle. Après, on pense, ouais, corpuscules, ondes. En fait, quand on apprend la mécanique quantique, on vous dit « attention, la lumière, des fois, il faut la considérer comme des ondes, des fois comme des corpuscules ». C'est pas très différent dans le principe de ça. Hein. Voilà, il y a des descriptions qui conviennent plus ou moins bien à ce qu'on veut étudier. Donc, il n'y a pas de quoi se moquer du fait que Descartes avait vu comme ça. Si on avance un peu plus dans l'histoire, on tombe sur Newton. Donc, le pas suivant qui va être fait sur la nature de la lumière, c'est Newton. Et Newton, c'est vraiment un cas particulier, parce que donc il y a le personnage scientifique et tout ça, mais il y a un mythe aussi autour de Newton. Hein. Newton va avoir un poids énorme dans l'histoire des sciences. C'est Spider-Man, quoi. C'est vraiment le super-héros du moment. Hein. Et avec raison, hein, il a vraiment fait des choses exceptionnelles. Il a révolutionné la mécanique. Toutes les lois de la mécanique que vous apprenez aujourd'hui, vous avez appris pour l'instant, sauf celle de la relativité, voilà, celle d'avant, c'est Newton. C'est lui qui a mis tout ça en place, et le formalisme, les notions et tout ça. C'était vraiment quelqu'un de grand dans ce sens-là. Alors, du coup, on le voit représenté dans des tableaux un peu lyriques comme ça. Ça, c'est Newton qui découvre la réfraction. Alors, je ne sais pas si vous y croyez un instant, mais moi, je ne vois pas ça du tout comme ça, Newton qui découvre la réfraction. Donc là, on ne voit peut-être pas bien, mais le truc qu'il faut regarder, c'est les bulles. Le gamin, il est en train de faire des bulles de savon, et là, Newton voit quelque chose dans les bulles. Alors, c'est pas du tout la réfraction, d'ailleurs, qui intervient là-dedans, donc le titre du tableau, ça ne va pas être ça. Et ça ne se passait pas comme ça non plus. Je vous montrerai d'autres figures, d'autres dessins sur lesquels on voit vraiment Newton au travail. Tout ça, c'est des Newtons. Celui du bas, c'est un vrai, hein, c'est un peintre connu qui a fait ça. Donc, je ne sais pas ce qu'il découvre là, mais c'est bizarre comme manière de représenter un savant. Voilà. Alors, en optique, je vous ai parlé de mécanique là, mais en optique, les choses sur lesquelles Newton va avoir un grand rôle, c'est tout ce qui concerne les couleurs, le fait que la lumière blanche puisse se décomposer en couleurs. Le point de départ, lui, qui l'intéresse, c'est l'aberration chromatique. L'aberration chromatique, c'est le fait que toutes les longueurs d'onde, je vais le dire en termes modernes, hein, ne sont pas réfractées de la même manière. Et de manière plus expérimentale, si on envoie de la lumière blanche sur une lentille, et ben vous aurez le bleu qui va converger ici et le rouge qui va converger là. Ça veut dire que si vous mettez un écran là, vous aurez un point bleu entouré de rouge. Si vous mettez un écran là, vous aurez un point rouge entouré de bleu. Mais voilà, vous aurez des franges colorées. Et si vous mettez ça, si vous ne faites pas une image comme ça, mais que vous mettez ça dans un télescope, vous regardez une étoile, l'étoile, elle va être bordée de rouge, de bleu, selon comment c'est réglé, mais il y aura des couleurs. Des couleurs qui vont vous gêner, qui vont gêner la vision. Alors, il y a d'autres aberrations, qu'on appelle géométriques, qui déforment l'objet et qui rendent le truc encore plus difficile à voir, mais l'aberration chromatique, c'est vraiment une des choses auxquelles Newton s'est intéressé. Donc ça donne ça, quand on regarde dans une boule en verre, quelque chose de lointain, je ne sais pas si vous voyez la lumière là, mais on voit ici que des franges bleues et des franges rouges de chaque côté de l'objet. Ça, c'est vraiment typiquement ce qu'on voit quand on regarde à travers une lentille qui est affectée d'aberration chromatique. Une des premières choses une des premières manières de réagir de Newton, c'est de dire affranchissons-nous de la réfraction et puis faisons des télescopes, utilisons plutôt la réflexion, utilisons des miroirs pour agrandir les objets.
Voilà. Au lieu de prendre des lentilles, on va prendre des miroirs. Il n'y a pas d'aberration chromatique dans les miroirs. Et donc, il invente le premier télescope. Alors, ça, j'en reviendrai aussi, c'est un truc que je veux faire, l'histoire des télescopes, parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire, à mon avis, passionnantes sur ça, donc j'y reviendrai, mais il ne l'a pas utilisé. Hein. Il l'a conçu, il l'a pensé, il l'a construit, mais ce n'est pas quelque chose qu'il utilisait pour des raisons qu'on verra. La chose pour laquelle il est le plus connu, c'est ça, c'est les expériences avec les prismes. Donc il a décomposé la lumière blanche en envoyant la lumière blanche sur un prisme, et ça fait des couleurs de ce type-là. Il a fait tout un tas d'expériences avec les prismes. Ça, c'est pas lui. Et notamment, une fois qu'on a décomposé la lumière, on peut sélectionner une des couleurs, l'envoyer sur le prisme et puis voir ce qui sort. Ça, c'est une expérience qui est vraiment super importante historiquement. Parce que ça montre quelque chose. Les gens se demandaient, les gens avaient vu depuis longtemps qu'il y avait des couleurs quand on envoyait la lumière blanche sur un prisme. Mais la raison pour laquelle il y avait des couleurs n'était pas comprise. Et une des explications qui était avancée, fausse, aujourd'hui on le sait, c'était que la lumière blanche, il lui arrive quelque chose là-dedans, et il y a certains rayons lumineux qui sont affectés d'une manière, d'autres d'une autre manière. Tel que je l'ai dit là, il n'y a pas beaucoup d'informations. Patientez, je vais retirer ma phrase, je continue. C'est décomposé ici. Les gens se disaient, j'envoie ici de la lumière qui est verte. C'est vert ça ? Ouais. Donc la lumière verte qui arrive là-dedans, les gens se disaient, cette lumière ici, quand elle traverse le prisme, elle est à son tour décomposée, il lui arrive quelque chose, la même chose que ce qu'il arrivait au rayon blanc là-bas, et on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plein de lumières qui sortent avec encore d'autres couleurs. En gros, le passage dans le prisme modifierait les couleurs. Voilà, c'est ça que les gens se disaient. Que lui, Newton, il essaye et il voit que ce n'est pas le cas. Le vert reste vert, le vert est dévié, mais il reste vert. On peut faire ça avec toutes les couleurs. Donc, le prisme ne modifie pas la couleur. Ce que fait le prisme, c'est qu'il sépare les couleurs qui étaient présentes, en quelque sorte, dans la lumière blanche. Et donc, il arrive à mettre en évidence le fait que la lumière blanche est un mélange, d'une manière à définir encore, à comprendre mieux, mais voilà, est un mélange de plusieurs lumières, de plusieurs couleurs. Alors, il faisait des expériences, mais il était aussi très attaché à des explications. Et donc, comme il avait inventé, en gros, la mécanique, on va dire ça comme ça, il voulait tout expliquer avec sa mécanique. On le comprend, il avait un truc de fou qui marchait super bien, qui était le premier à faire, et voilà, quoi. Il avait trouvé la mécanique ultime. Hein, donc, il se dit, ça va expliquer tout le monde, tout l'univers, tous les phénomènes, et en particulier la lumière. Et donc, il a développé une vision corpusculaire de la lumière dans laquelle la réfraction, ça serait dû à des actions à l'interface. La lumière serait composée de corpuscules, et quand elle arrive à l'interface d'un milieu, par exemple sur un diode entre l'eau et l'air, les corpuscules sont attirés par l'interface, par des forces qui les accélèrent, qui les font aller plus vite dans les milieux. Et donc, il a tout un modèle comme ça. Il arrive à montrer que si les corpuscules ont une vitesse plus grande dans les milieux denses, alors ça explique la loi des sinus. Ça, il arrive à le montrer sur un modèle mécanique. En acceptant ça. Ça, c'est bizarre quand même. Hein. Là, en gros, ça doit aller plus vite dans l'eau que dans l'air. Et plus c'est dense, plus ça doit aller vite. C'est à cette condition-là que le modèle de Newton marche. Il dit pourquoi pas, enfin, ça explique effectivement, ça permet de démontrer la loi des sinus, donc les gens étaient plutôt contents. Bon. C'est pas un truc ça auquel Newton tenait particulièrement, il a écrit, il a fait la démonstration, c'est dans ses bouquins très bien, mais il ne s'est pas accroché à ça spécialement, et quand des gens avaient voulaient discuter de ça ou avaient des réserves sur ça, c'est pas sur ça qu'il insistait le plus. Voilà. On verra que les newtoniens, en fait, il y avait toute une clique de gens derrière qui étaient pro-newtoniens et qui pensaient qu'il fallait tout expliquer sur les lois de Newton. Les pro-newtoniens étaient beaucoup plus attachés à cette description que Newton lui-même, en fait. Donc pendant tout un siècle, cette vision corpusculaire de la lumière va perdurer, même plus d'un siècle largement, essentiellement à cause de gens qui prenaient Newton comme le dieu ultime. Alors 1670, c'est une année autour des années 70, c'est une période vraiment importante pour l'optique, il s'est passé plein de trucs. C'est là où on a découvert le phénomène de diffraction. On a découvert que quand on avait des lames minces, ça faisait des couleurs. Ça, c'est la couleur des bulles de savon, hein, ou des flaques d'huile sur l'eau, ça fait des couleurs. Ça a été étudié ça a été vu par Hooke et puis par Boyle en 65. Je viens de parler des expériences de Newton. Le phénomène de biréfringence, je n'en dis pas plus, mais j'aurai une petite photo tout à l'heure, et la mesure de la vitesse de la lumière par Romain. Tout ça, c'est dans une période, vous voyez, qui fait à peu près 10 ans.
Et c'est tout ça, c'est des phénomènes révolutionnaires, des trucs qu'on n'avait pas vu avant et qui remettent en cause, qui obligent à se poser la question de ce que c'est que la lumière. Alors, la biréfraction dont j'ai parlé tout à l'heure, on l'appelle aussi réfraction double, ça j'en parlerai plus tard, mais voilà, c'est ça, ce phénomène-là. On a un dédoublement d'images avec certains cristaux, et quand on étudie ça de manière un peu plus précise, en fait, tout se passe comme s'il y avait une lumière qui était réfractée d'après les lois de Snell-Descartes usuelles, et d'autres qui étaient réfractées d'une autre manière qui ne satisfait pas à la loi de Snell-Descartes. Là, on voit ici deux images. Il y en a une qui suit les règles qu'on connaissait, et l'autre non. Ça, c'était vraiment un gros problème. La diffraction, je passe parce que ça, on y passera aussi du temps, mais je vous montre juste à quoi ça ressemble. C'est ça, voilà. Quand on envoie de la lumière sur un objet, ça fait des franges. Ça, c'est des visions modernes, mais essentiellement, ce qu'a vu Grimaldi, c'était des choses comme ça, avec des fils tout fins. Il envoyait de la lumière sur des fils tout fins. Alors, ce qui est marrant avec la diffraction, c'est qu'on dit Grimaldi a découvert la règle de la diffraction. En fait, la diffraction, on en a tous déjà vu. Hein. Et il y a plein de phénomènes comme ça qu'on voit dans la vie de tous les jours et on ne s'en rend pas compte. Quand on regarde quelqu'un qui conduit de nuit, voilà, en fait, on devrait voir ça. Nous, ce qu'on voit, c'est ça en général dans nos yeux. Hein. Alors, notre cerveau, il est assez fort pour éliminer ces trucs-là. Là. Sur une photo, ça se voit plus, mais dans notre œil, c'est comme ça aussi. Et il y a la diffraction, en fait, à cause de la diffraction par la pupille. Au lieu de voir ça là-bas, on voit ça, et à cause de la paupière, on voit des traits comme ça. Et vous avez, je ne sais pas si vous jouez de temps en temps, quand vous avez les yeux un peu humides, à regarder le soleil, à fermer comme ça, mais on voit plein de formes bizarres, même des couleurs des fois. Hein. Ça, c'est de la diffraction. C'est de la diffraction et de l'interférence, on en voit très facilement avec nos yeux si on sait où regarder et comment regarder. Mais pour que ça soit formalisé de manière scientifique et tout, il a fallu attendre quand même un petit peu plus de temps que ça. Alors, les anneaux de Newton, ça c'est une des choses que je vous ai mentionné juste avant aussi. Les couleurs des lames minces, ben, voilà, on voit des choses comme ça. Si on prend une lentille et qu'on la plaque sur une lame de verre, et ben on voit des couleurs de ce type-là. Et c'est un phénomène, ça, qui était très difficile à expliquer. C'est Hooke, en fait, qui a probablement découvert ça. Hooke, c'est quelqu'un qui avait utilisé les microscopes, qui a développé le microscope à la même époque que Newton. Je vous parlerai ça plus tard de Hooke et de Newton, parce que c'était vraiment deux personnes qui ne pouvaient pas se voir, en fait. C'était une compétition extrême. Quand je dis qu'ils ne pouvaient pas se voir, c'était de la haine, quoi. Enfin, c'est vraiment, il y a des trucs violents qui sont passés entre eux. C'était la même époque. Hooke donc, utilisait les microscopes pour justement observer le monde petit. Là, il a découvert plein de trucs, il observait des puces et tout, ça amusait bien. Et probablement que pendant ces observations, il mettait des objets entre deux lames. Et du coup, il avait souvent à manipuler des lames qu'on mettait ensemble. Et donc, il a remarqué que des lames, s'il y avait juste de l'air entre les deux lames collées, ben, ça faisait des couleurs. Voilà. Donc, il n'a pas découvert ça par hasard. Il avait entre les mains des lames collées les unes aux autres. Et donc, c'est assez naturel que ce soit lui qui ait découvert ça. Voilà, ça, c'est une observation dessinée par Hooke, c'est une puce. Hein. J'espère que vous n'en voyez pas trop dans la vie courante, mais c'est une puce. Alors, une question qui, à cette époque-là, donc là, on est à la fin du XVIIe siècle, à la fin des années 1600 quelque chose. Qu'est-ce que la lumière? On ne sait toujours rien. On est dans un contexte mécaniste assez fort. Donc, les lois de la mécanique devraient tout expliquer. Voilà, donc du coup, il y a toute une école qui dit que c'est des particules qui devraient se déplacer en ligne droite, et quand elles croisent, elles arrivent sur une interface entre deux milieux, elles sont déviées d'une manière ou d'une autre, puis elles continuent en ligne droite. Il y a aussi une vision qui est que ça serait plus une onde. On commençait à cette époque-là à comprendre ce que c'était que les ondes sonores, par exemple. On disait, ben voilà, c'est peut-être un milieu dans lequel se déplace une onde. Ce milieu, on l'appelait éther, et la lumière serait, comme ça, une perturbation de l'éther. Alors, ne lisez peut-être pas trop ça. C'est Huygens qui a proposé ça au XVIIe siècle aussi. Ça, j'aurai aussi l'occasion d'y revenir sur cette séparation entre particules et ondes. Voilà. La question aussi de la vitesse de la lumière s'est posée assez naturellement, assez rapidement. Quoi que ce soit, à quelle vitesse est-ce que ça se propage? Alors, dans beaucoup de textes anciens, c'est marqué explicitement que c'est un phénomène instantané. Galilée, le premier, essaye, lui, de mesurer ça. D'une manière un peu peut-être naïve aujourd'hui, mais voilà, il met quelqu'un sur une colline à quelques kilomètres avec une lanterne, il se met lui sur une autre colline, le gars qui est sur une lanterne, au début sa lanterne est cachée, il ouvre sa lanterne, celui qui est sur l'autre colline, quand il voit la lumière, quand il voit la lanterne s'allumer, quand il la voit de loin, et ben, il allume lui-même une lanterne aussi,
Et le premier, celui qui était sur la première colline, compte avec un dispositif quelconque combien de temps il a fallu entre le moment où lui il a ouvert sa lanterne et le moment où il a reçu le signal de l'autre. Si la lumière se propage à une certaine vitesse, il va y avoir un délai entre l'émission de lumière, la réception ici, puis l'émission de lumière ici et la réception là. Alors, avec la vitesse effectivement de la lumière, elle est énorme, c'est absolument pas raisonnable de penser réussir à le faire de cette manière-là, mais dans le principe, c'est effectivement une méthode très maligne de faire. Donc Galilée n'a pas vu, il a juste pu dire du coup la lumière c'est quelque chose qui va extrêmement vite. C'est Romer le premier qui a mis au point une méthode, qui a déployé une méthode pour mesurer la vitesse de la lumière. J'y reviendrai en détail, mais vraiment en deux mots, quand on observe un phénomène régulier comme par exemple la course des satellites de Jupiter autour de Jupiter, je pense que c'est un phénomène qui est vraiment très régulier, c'est comme une horloge, quoi. Et quand sur Terre, on mesure ce mouvement, qu'on regarde ce mouvement, et par exemple, on écrit sur un cahier la date et l'heure à laquelle on voit le satellite passer par le même point de sa trajectoire, on note ça, on s'aperçoit qu'il y a du retard à certains moments de l'année, et puis il y a de l'avance à certains autres moments de l'année. C'est pas régulier du tout. Et c'est pas régulier, mais d'une manière qu'on arrive à reproduire. La raison, elle est assez simple, c'est que si ça c'est Jupiter, et ça c'est la Terre est en train de tourner comme ça. Quand elle est ici, la lumière met moins longtemps pour arriver que quand la Terre est là. Voilà. Donc ici, du coup, ça met un petit peu plus longtemps pour arriver là, et donc il y a un retard quand la Terre est ici, et une avance quand elle est là. Je reviendrai sur ça en détail, mais ça permet de... En fait, quand on mesure le retard sur toutes les données qu'on a prises, ça permet de mesurer assez facilement le temps que met la lumière pour aller de là à là. Le retard, en fait, entre les observations, c'est le temps que met la lumière pour aller de là à là. Donc le temps que met la lumière pour décrire en fait le diamètre de l'orbite terrestre. Voilà, les observations de Galilée, de Romer, donnent le temps que met la lumière pour parcourir le diamètre de l'orbite terrestre. Un diamètre qu'on connaissait déjà assez bien à l'époque. Alors Romer n'a pas écrit explicitement la vitesse de la lumière telle que c'est écrit là-haut, mais en combinant les données qu'il a calculées, ça donnerait cette valeur-là, qui est somme toute assez raisonnable. Hein. C'est 300 000 la vraie valeur, on n'était pas loin. Alors pour vous donner une idée de ce que ça veut dire faire des expériences à cette époque-là, je vous ai montré tout à l'heure des visions de Newton en train de faire l'optique, ça ressemble plutôt à ça en fait. Hein. Donc il n'y avait pas de lampe, il y avait donc, on utilisait le soleil et des bougies, on observait essentiellement à l'œil nu ou sur un écran, il n'y avait pas d'appareil photo, il n'y avait pas tout ça. Donc, voilà. Donc ça ressemble à ça, c'est Romer qui regarde le ciel depuis son laboratoire, enfin son cabinet de travail. Et ça, c'est Newton aussi qui prépare la source lumineuse. C'est un trou dans un volet, hein, simplement, qui envoie de la lumière sur le dispositif qu'il va utiliser. Là, un truc dont on ne se rend peut-être pas compte non plus, c'est que quand on voit ça, on se dit, Newton, il a fait un trou dans son volet, puis il a mis une prisme ici, et puis voilà, c'est bon, il fait ses expériences. Le truc, c'est que le soleil, il bouge dans le ciel. Et ça bouge assez vite, ça fait tout le ciel en 12 heures à peu près. Donc ça veut dire que le rayon qui est ici, il est en train de faire ça au cours du temps. Ou ça, selon c'est le matin ou le soir, mais c'est en train de bouger. Donc il faut aussi que du coup, de temps en temps, ils prennent tous ces prismes, puis ils les mettent à côté, puis ils les remettent à côté. C'est un peu chaud à faire. Donc après, je vous montrerai, parce que je crois que c'est juste celui d'après. Voilà. Il y a l'héliostat qui a été inventé un peu plus tard, qui a permis de suivre le mouvement du soleil. Donc c'est essentiellement un miroir comme ça, qui est monté sur une horloge, et de sorte que le miroir, du coup, quand le soleil tourne, ça renvoie la lumière toujours dans la même direction. Donc ça a quand même augmenté le confort des gens qui faisaient des expériences d'optique. Et vous voyez, la première mention de ça, c'est 1742. C'est quand même assez tard, c'est plus tard que tout ce dont je vous ai raconté pour l'instant. Alors, dans les années 1700, donc au XVIIIe siècle, là je vais volontairement passer un peu vite. Les progrès sur les objectifs achromatiques et tout ça, j'en parlerai vraiment précisément plus tard. Le point important ici, je vous souviens, c'est la découverte de l'aberration stellaire. En deux mots, l'aberration stellaire, c'est que quand on regarde une étoile depuis un référentiel en mouvement, depuis un télescope en mouvement, et la lumière, elle a l'air de venir d'à côté. En fait, on a une direction apparente qui est penchée. On va le voir sur l'animation qui est ici. Vous avez la lumière ici qui tombe sur le télescope. Si on met le télescope droit, ce qui se passe, regardez le télescope de gauche. Si on met le télescope droit, la lumière, elle vient taper contre le tube. Donc, il faut pencher le télescope pour que la lumière effectivement suive, ce qui veut dire que nous, on a l'impression que la lumière elle vient plutôt par là-bas.
Ça, on y reviendra en relativité hein, sur ça, mais c'est un effet qui peut être compris aussi avec la mécanique classique, c'est la composition des vitesses en fait. Vous avez vous qui arrive dans cette vitesse-là, la lumière qui arrive dans cette vitesse-là, donc la combinaison des deux, ça fait une provenance apparente différente, et en mesurant la façon dont sont décalées la position des astres dans le ciel, on peut mesurer aussi la vitesse de la lumière avec ça. Donc Bradley l'a fait en 1729, et il a trouvé une valeur qui était tout à fait compatible avec celle qu'avait trouvée Romer. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, ok, là, il n'y a quand même pas à tortiller, la lumière, elle a vraiment une vitesse finie qui vaut à peu près 200-300 000 km par seconde. Alors, au XVIIIe siècle, il y a aussi toute la XIXe siècle, pardon, il y a la spectroscopie qui est née, et voilà, donc ça je ne vais pas en parler trop longtemps. L'acte suivant dans cette histoire, c'est 1800, en gros, XIXe siècle, Thomas Young avec les découvertes des interférences. Alors, Thomas Young, donc, lui j'en parlerai aussi probablement plus en détail. Vous pouvez déjà chercher Thomas Young sur internet. Ce gars, mais c'est un fou, quoi. Pas dans le bon sens du terme, je ne sais pas si on peut dire ça dans le bon sens du terme. Donc il est médecin, il parle 9 langues à 15 ans, dont le perse et l'arabe. C'est quand même déjà pas mal. Donc son métier c'est médecin, mais bon, c'est pas ça qui l'intéressait le plus. Donc du coup, il a fait un peu d'égyptologie, donc il a aidé à déchiffrer la pierre de Rosette. Voilà. Puis il faisait un peu de physique aussi, donc il a fait de la théorie des déformations. Il y a un truc en physique qui s'appelle le module de Young, ça vient de lui. Il a étudié la façon dont on se propage. Il a introduit la notion le mot énergie. Voilà, il a compris précisément ce que c'était que l'accommodation de l'œil. Il sait comprendre les couleurs. Et surtout, il a mis en évidence les interférences lumineuses. C'est pas mal comme sur un CV, ça. Je pense qu'on embauche, pas de souci. Donc il avait déjà fait un lien entre l'énergie et MB2. Alors oui, alors ça c'est en mécanique. Hein, du coup, effectivement, il avait fait un lien entre cette quantité-là et il avait compris qu'il y avait une question de conservation liée à cette quantité-là, et il a introduit le mot énergie pour décrire ça. Nous aujourd'hui, ça serait un demi de MV2 qu'on appellerait énergie cinétique. Voilà, un facteur 1,5 qui vient d'ailleurs, mais c'est le même genre de grandeur. Alors voilà, les expériences de Young, c'est ça, donc j'y reviendrai, mais quand on envoie de la lumière sur deux trous, on s'attend à voir quelque chose comme ça, naïvement, et ben non, perdu. Avec un trou, on s'attend à voir ça c'est le phénomène de diffraction qui n'était pas compris à l'époque, hein, on savait que c'était comme ça. Avec deux trous, du coup, on s'attendrait à voir ça, 2 fois la diffraction, et en fait, quand on le fait, c'est pas ça qu'on voit, on voit ça. On voit vraiment des franges. On voit la figure de diffraction comme ça, qui est bardée de franges, qui sont des interférences. Donc ça, c'est Young qui est arrivé à ça, et je parlerai longuement des interférences plus tard. Le gars qui a compris la théorie de ça, maintenant, donc là c'était des choses expérimentales, Young a aussi écrit des choses expérimentales, mais le gars vraiment qui a tout compris, c'est Fresnel. Donc lui, je ne sais pas si vous le connaissez, Fresnel, vous avez déjà entendu le nom probablement. Donc lui aussi, c'était vraiment un gars, mais vraiment super génial, quoi. C'est vraiment qu'un truc. Donc en 1819, il écrit un exposé clair d'une théorie ondulatoire, telle qu'on le fait aujourd'hui. Voilà. La lumière, c'est une onde. Donc quand on envoie deux rayons lumineux, c'est 2 ondes différentes qui peuvent s'ajouter. Des fois, ça se compense pour faire de l'obscurité, des fois, ça s'ajoute constructivement. Il a tout compris aux interférences. Donc, l'optique ondulatoire telle que vous l'apprenez maintenant, c'est essentiellement sous la forme que Fresnel l'a développée. Et donc ça, c'est 1819, voilà, c'est il y a 200 ans. Je vous parlerai du point de Poisson-Arago plus tard. Ça, c'est un point. Je ne sais pas si Gwen nous en a parlé de ça. Vous connaissez le point de Poisson-Arago? Vous verrez plus tard. On verra ça une prochaine fois. Ça, je passe aussi parce que c'est des choses dont on va raconter, que je vais raconter plus tard. Mais voilà. Deuxième étape de la vitesse de la lumière, ça avance aussi, ça, au 19e siècle. Au 19e siècle, on se rend compte qu'on commence à avoir les moyens de mesurer ça de façon plus précise, et surtout de mesurer la vitesse de la lumière dans les milieux. Parce que là, pour l'instant, tout ce que je vous ai dit, c'était des observations astronomiques. Donc c'est la lumière dans l'espace, dans le vide, quoi que soit ce vide. Bon. Je vous ai dit aussi que Newton disait que la lumière allait plus vite dans les milieux pour que sa théorie marche. Or, la théorie de Huygens, qui était ondulatoire, disait que ça marchait si la vitesse de la lumière était inférieure dans les milieux à celle dans les. Donc, pour ça, on pouvait mesurer, et c'est ce que Fizeau a fait en 1859. Fizeau mesure la vitesse de la lumière dans l'eau et trouve une vitesse qui est inférieure à celle de la vitesse dans l'air. Donc la théorie de Newton, qui avait déjà un bon coup dans l'aile à l'époque, est mise au placard. Et il y a plusieurs méthodes très, très astucieuses pour mesurer la vitesse de la lumière. La méthode de la roue dentée, la méthode du miroir tournant, mais ça, j'aurais vraiment passé du temps aussi après à vous le décrire, donc je passe ici.
On arrive vers 1873 avec Monsieur Maxwell, James Clerk. Donc, bon, ça, vous avez tous eu un excellent cours d'électromagnétisme. Et ce que fait Maxwell, c'est qu'il comprend que les phénomènes électriques et magnétiques peuvent être unifiés suivant 4 équations qui sont écrites ici sous leur forme intégrale. Ce n'est pas la forme avec divergence, c'est tout ça que vous connaissez, c'est équivalent. Donc, vous avez 4 équations de Maxwell. Et surtout, pour ce qui nous intéresse ici, voilà, ça c'est ce qu'écrit Maxwell. On ne peut pas éviter la conclusion que la lumière consiste d'ondulations transverses du milieu, qui est aussi la cause des phénomènes électriques et magnétiques. Voilà, c'est une ondulation, c'est transverse, ça on y reviendra plus tard aussi, c'est important. C'est ce qui concerne les notions de polarisation de la lumière, donc voilà, il comprend ça. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il le comprend, lui, il a vraiment un modèle mécanique de ça. Il a dans l'idée, Maxwell, que le vide est rempli d'un éther, on a vu tout à l'heure, dans lequel il y a des tourbillons. Les tourbillons d'éther représenteraient les champs magnétiques, et les tourbillons du coup entraînent de la matière qui du coup est entraînée, parfois il y a des petits courants comme ça, et ça représenterait plutôt l'électricité. Et il y a une vision très cohérente comme ça, et très matérielle, on va dire, de l'électromagnétisme. Donc, les équations qu'il a écrites sont essentiellement basées sur ça, sur cette intuition d'un milieu complexe dans lequel il y a des tourbillons qui sont en train de se balader. Ce qu'on sait aujourd'hui n'est pas le cas du tout, mais ça lui a permis d'arriver à la description correcte. En 1888, Hertz montre qu'effectivement les ondes dont parle Maxwell existent. Voilà, on peut faire des ondes électromagnétiques, donc ça augmente la crédibilité du fait que la lumière, ça puisse être une onde de ce type-là. Et la question qui se pose à ce moment-là, si la lumière est une onde, qu'est-ce que c'est qui oscille? C'est quoi cet éther là? Donc voilà, ça vient directement d'un ouvrage de Maxwell. Vous avez ici des petits tourbillons et puis des ronds aussi, donc ça on en parlera plus tard aussi. Oui, donc ça j'ai pas grand chose à en dire de plus. Si effectivement il y a un éther, si la lumière est une ondulation de quelque chose, comme le dit Maxwell et comme tous les gens le pensaient à l'époque, on peut se dire que du coup la vitesse de la lumière doit dépendre du référentiel dans lequel on se place. Là, pour ceux qui ont suivi la relativité, ça commence à vous dire quelque chose. Bon. Si on a un milieu qui se déplace et que la lumière c'est une onde là-dedans, si on se déplace par rapport au milieu, on va avoir une vitesse de lumière qui est différente. Donc plusieurs expériences essayent de voir, de mettre en œuvre, de voir en fait cette différence de vitesse de lumière dans les milieux. Notamment Michelson et Morley font des expériences et mesurent la vitesse de lumière dans une direction, dans une autre, en suivant la Terre, ça j'y reviendrai aussi plus tard, et trouvent un résultat négatif. La lumière est la même dans tous les référentiels. Donc voilà, ça c'est l'expérience de Michelson qui montre ça. Ça c'est un gros bloc de marbre sur une grosse cuve de mercure qui permet de la faire tourner. Et vous avez ici un interféromètre de Michelson là-haut. Je vous montrerai ça plus en détail plus tard, et ça c'est une version plus moderne. Le fait qu'on qu'on n'arrive pas à mettre en évidence la vitesse de la lumière, que la vitesse de la lumière est différente dans les milieux ou est différente selon la direction où on regarde, une des solutions qu'on avait à ça, c'était la suivante, c'est-à-dire on utilise un interféromètre essentiellement pour mesurer la différence de vitesse de lumière dans deux directions, et peut-être que simplement l'interféromètre se déforme avec le mouvement. Et si on fait l'hypothèse qu'un des bras, le bras qui suit le mouvement, se comprime dans le sens du déplacement, on arrive à ce moment-là à rendre compte de toutes les observations, et c'est ce qui s'appelle le phénomène de contraction de Fitzgerald-Lorentz. Donc un D là-bas, c'est Fitzgerald. Et donc cette hypothèse a été mise à la fin du 19e siècle. Et, alors on comprend ça assez tard que effectivement les corps se contractent, mais pas de la manière dont Fitzgerald le prévoyait. Là non plus, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, vous connaissez un petit peu la suite et on en reparlera. Essentiellement, la solution de tout ça, c'est la relativité restreinte. C'est Einstein en 1905 qui, en remettant en cause la notion d'espace-temps classique d'un espace et d'un temps qui sont décorrélés, et en supposant que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels, arrive en fait à réconcilier toutes les observations de vitesse de la lumière, à réconcilier aussi l'électromagnétisme avec la mécanique, et en fait à résoudre à peu près tous les problèmes de l'époque. Ça, on en reparlera aussi un peu plus tard. L'optique, ça devient aussi à ce moment-là un instrument, c'est-à-dire que c'est pas simplement comprendre ce qu'est la lumière, mais du coup utiliser. Ça, le pionnier de ça, c'est vraiment Michelson. Michelson, une fois qu'il a compris ce que c'était que la lumière et tout ça, et il l'utilise pour faire des mesures. Une fois qu'on a compris les interférences,
En fait, on s'aperçoit que c'est un outil fabuleux pour mesurer des distances extrêmement précisément, avec une précision de l'ordre de la longueur d'onde. La longueur d'onde, elle est de l'ordre du micron, un peu plus petite que le micron, et en poussant même un peu plus loin, on peut aller à des précisions de l'ordre quasiment du nanomètre ou la dizaine de nanomètres. Et donc ça, Michelson le comprend très bien, et il crée tout un tas d'instruments voilà, qui s'appuient sur ça, et notamment il utilise ça pour mesurer le mètre étalon. Donc à l'époque, le mètre était défini par un objet physique qui était déposé dans un endroit, et les gens qui voulaient savoir si un bâton mesurait un mètre allaient au mètre étalon et comparer les longueurs. Voilà. Ben, ce qu'a fait Michelson, c'est qu'il a mesuré le mètre étalon avec précision, qu'il a trouvé que ça faisait tant de longueur d'onde d'une certaine règle d'émission d'un atome. Et ça, c'est un pas en avant extraordinaire pour la métrologie. Parce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les gens qui veulent savoir ce que c'est un mètre n'ont plus besoin d'aller à Paris, d'aller faire cette manip. Ils ont besoin d'un atome de cadmium. Boum. Plusieurs, on va dire. Voilà, une source de cadmium. Et ils prennent un interféromètre de Michelson, ils font défiler des raies avec l'interféromètre pour faire une longueur de 1 553 164,13 fois la longueur d'onde, et paf, ils ont un mètre. Donc, le mètre, à ce moment-là, peut être défini à partir d'un phénomène physique, et non plus un objet unique qui peut s'altérer dans la longueur pour éventuellement changer au cours du temps. Voilà, il a fait aussi tout un tas de trucs. Michelson, on passera aussi un petit peu de temps sur lui, c'était aussi un sacré bonhomme dans les histoires qu'on va raconter. Dans cette optique de précision, il y a aussi d'autres interféromètres, Fabry-Perot. Ça vous dit quelque chose, ça, Fabry-Perot? Ouais. Donc ça, on en parlera aussi un petit peu plus tard. Donc 1900, voilà deux phrases qui sont sorties. Donc Michelson qui dit ça et Thomson qui dit ça. En 1894, en gros, la physique, la science, c'est fini, on a tout fait. C'est ce que disent les deux phrases qui sont là. Michelson dit les lois fondamentales les plus importantes et les faits les plus importants de la physique ont tous été découverts. Ils sont maintenant si établis de façon si ferme que la possibilité qu'elles soient remplacées par d'autres découvertes est extrêmement lointaine. Ça y est, on a tout compris. Toutes les futures découvertes doivent être cherchées à la sixième chiffre après la virgule. Voilà. En gros, on va faire des mesures de plus en plus précises, et ce qu'on sait, on va le préciser. Mais c'est fini, les gars. Vous pouvez rentrer chez vous, c'est fini la science, on sait tout. Thomson, Thomson, c'est Lord Kelvin, Kelvin, il a fait pas mal de trucs, ce gars-là aussi. Voilà, il n'y a plus rien à découvrir en physique. Ce qui reste, ce sont des découvertes plus précises. Ça, c'est des mesures plus précises. Donc ça, c'est au tournant du XXe siècle. Et ce qui est assez ironique, on va dire, c'est que c'est précisément le moment où tout s'effondre, en fait. Le XXe siècle, c'est, on va le voir tout de suite, c'est la mécanique quantique et c'est la relativité. Donc là, eux, ils peuvent aller se coucher. Enfin, effectivement, ils sont allés se coucher, enfin, ils sont morts, en fait. Bon, bref. Donc effectivement, donc la relativité et la physique quantique bouleversent tout ça, donc c'est pas ça du tout qui se passe. On est de nouveau dans une révolution, des choses à comprendre. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la notion de l'optique quantique. Et donc le fait que la mécanique quantique soit découverte, et on commence à comprendre ça, ça met aussi en cause la nature de la lumière.